Alors, moi, mon intervention ne s'appuie pas vraiment sur une recherche, mais elle m'a été plutôt inspirée par le thème de la demi-journée, langue officielle, langue nationale et langue minoritaire. Et je me suis dit, enfin, m'intéressant aux langues, justement par rapport aux apprentissages des élèves, et ayant effectué une recherche documentaire pour l'Agence universitaire de la francophonie dans le cadre du projet Élan, justement, je me suis dit que je pouvais proposer une communication sur l'école, le français et les langues nationales au Bénin, et une réflexion à partir du projet Élan, justement, qui avait vraiment bien démarré et qui avait donné beaucoup d'espoir à tout le monde, même moi-même quand je suis passée dans les salles de classe où les enfants s'exprimaient en langue nationale, j'étais vraiment émerveillée. Et donc, j'ai pensé partager avec vous une réflexion justement sur la place qu'occupe à la fois le français et la langue nationale dans les écoles. Alors, est-ce que je vais reprendre ça? Non, ça marche pas. Viens voir. Je vais désactiver. Je vais désactiver le son. Ça ne marche pas, c'est trop bas. C'est trop haut. Je vais mettre le hein? Bon, alors j'ai un souci avec l'écran, donc je vois pas très bien le plan, mais je pense que j'avais prévu de présenter l'école et les langues, ensuite de parler des tests qui réglementent un peu les langues, mais Prosper en a déjà parlé, je ne vais pas spécialement revenir dessus. Je vais présenter le projet Élan, de comment il a été mis en œuvre, les difficultés qui sont survenues, et puis je vais émettre quelques idées pour nourrir la réflexion. Et puis voilà, je vais essayer de conclure. J'ai trouvé une pensée une idée de Bruno Moren-Borer qui résume très bien les enjeux. Alors, s'agissant de l'école et des langues, en fait, au Bénin, j'imagine que c'est dans toute l'Afrique francophone que ça se passe ainsi, l'école a été une institution importée parce que la manière dont les gens éduquaient leurs enfants n'avait rien à voir avec l'organisation de l'école telle que nous la connaissons. Et donc, les premières écoles ont été créées en 680 par les Portugais qui voulaient éduquer un peu les descendants afro-brésiliens. Ensuite, en 1865, les missionnaires protestants et catholiques ont créé donc des écoles confessionnelles à Porto Novo. En 1881 à Ouida, et c'est en 1891 qu'il y a eu la première école laïque. Donc, dès le début de la création de l'école, le français a été une langue de scolarisation. En réalité, elle fonctionne comme une langue qui est un peu
elle fonctionnait, je ne vais pas dire elle fonctionne toujours, elle fonctionnait comme une langue exclusive parce qu'elle est une langue officielle, elle est une langue de scolarisation, elle est une langue véhiculaire et avant, les langues nationales étaient interdites à l'école. Même moi-même, quand j'avais commencé ma scolarité, il y avait le signal à l'école, donc il n'était pas possible de parler les langues nationales à l'école. Je ne vais pas reprendre les textes réglementant le statut des langues nationales et leur enseignement parce que Prosper en a parlé tout à l'heure. Mais pour résumer, je peux dire que la plupart des tests officiels, pour ne pas dire tous les tests officiels, stipulent que le français est la langue officielle, mais qu'elle doit coexister avec les langues nationales dont le gouvernement ou l'État a le devoir de faire la promotion. Bon, alors, pour introduire les langues nationales dans le système éducatif formel, il y a eu d'abord quelques rencontres importantes. Le séminaire national qu'il y a eu en 1975, après la révolution de 1972, stipule que les langues nationales doivent d'abord fonctionner comme des matières et qu'elles seront ensuite progressivement, elles vont passer de ce statut au statut de langue d'enseignement. Alors, eux, ils n'ont jamais pu réaliser jusqu'en 1990. Les États généraux de l'éducation de 1990 ont repris exactement la même idée. C'est-à-dire que les langues seront d'abord enseignées comme des matières et après, elles vont servir de véhicule d'enseignement. Ça n'a pas pu être mis en œuvre non plus. Il y a eu un premier forum national de l'éducation en 2007. Parce qu'après les États généraux de 1990, en réalité, le pays a opté pour des programmes basés sur l'approche par les compétences. Et donc, dans cette approche par les compétences, où vraiment les enfants doivent les développer, l'enfant dans le milieu, pour le milieu et par le milieu, on a pensé effectivement que c'était très important de ne pas faire l'économie des langues nationales. Mais là encore, on n'y est pas arrivé. Le forum de 2007 a repris donc cette idée et n'a pas pu non plus la mettre en œuvre. Il y a eu un séminaire à Kosotomé, effectivement, sur l'introduction des langues nationales, parce qu'il y a quand même des linguistes qui se sont soulevés, il y a des gens enfin, qui font un peu de lobbying, mais notamment les linguistes. Et ce séminaire-là, qui a eu lieu en 2007, après le Forum national de l'éducation, a déterminé des critères pour choisir les langues nationales susceptibles d'être introduites dans le système éducatif formel. Donc, il y a le nombre de locuteurs natifs de la langue, le caractère véhiculaire de la langue, l'aire géographique d'utilisation de la langue, l'importance des productions scientifiques, le caractère transfrontalier de la langue. Alors, ce séminaire a donné lieu à un projet d'introduction des langues nationales dans le système éducatif formel. Et ce projet a été domicilié au ministère de l'Alphabétisation. Alors, peut-être que ça permet de comprendre qu'il ne sera jamais concrétisé. En 2012, le projet Élan arrive. Élan, c'est École et langues nationales en Afrique, avec le Bénin faisant partie des pays concernés. Je pense qu'au total, il y avait 8 pays. Bénin, Burkina Faso, Sénégal, Burundi, Cameroun, je crois. Alors, j'oublie le reste.
Il y a eu un protocole d'accord donc en 2012. 6 langues ont été retenues. Le fond, le Yoruba, Adja, Baton, Dindi, Ditamari. Comme je le disais tout à l'heure en répondant à une question posée à Prosper, il y a eu 30 écoles pilotes au départ. Il est prévu que ce projet démarre effectivement à la rentrée 2013-2014 et ça a été le cas. Il est prévu un enseignement bilingue dans un contexte plurilingue. Les manuels en ont tenu compte et tout. Et comme je disais, en cours d'expérimentation, il y a eu 4 langues supplémentaires qui ont été rajoutées. Et le projet a donc été suspendu en 2018 compte tenu de la situation qui prévalait sur le terrain, c'est-à-dire, je n'ose pas dire que c'était le chaos, mais c'était vraiment une situation de confusion. Dans la mise en œuvre d'élan, qui a donné beaucoup d'espoir néanmoins, il y a eu quand même quelques difficultés. C'est la formation des enseignants et des formateurs, parce qu'au début, il était prévu que les enseignants qui allaient encadrer les enfants en première année allaient les accompagner jusqu'au moment de l'évaluation. C'est-à-dire donc un enseignant qui prend les enfants au CI va les encadrer jusqu'au CM2. Donc, pendant les 6 années qu'aurait duré l'expérimentation, seulement ces enseignants-là ont été formés la première année. Ils ont eu les manuels la première année. En deuxième année, ils n'ont pas eu de manuel. Seulement en troisième année, ils ont eu à nouveau des manuels. Donc, en deuxième année, ils se sont débrouillés avec les manuels français, les manuels de français qui existaient, en traduisant au fur et à mesure, comme ils peuvent, pour encadrer les enfants. Les formateurs n'ont pas pu suivre le mouvement non plus, puisque s'il n'y a pas de manuel, il n'était pas possible de former les enseignants et de les suivre sur le plan pédagogique. Donc, les formations de ces 2 cibles ont posé des problèmes. L'élaboration des documents, je le disais tantôt, a posé des problèmes aussi parce que les délais n'ont pas été respectés. Donc, les élèves et les enseignants n'avaient pas le matériel didactique à disposition. Mais la qualité aussi a posé problème. C'est-à-dire que dans certains manuels, il y avait des erreurs. Et donc, ça ne permettait pas un apprentissage optimal. Il n'y avait pas de suivi pédagogique des enseignants, je l'ai répété, mais il n'y avait pas non plus d'environnement lettré. C'est-à-dire qu'en dehors des manuels et des bigrammaires ou des curricula, les enseignants n'avaient pas d'autres documents en langue nationale auxquels il fallait qu'ils se réfèrent, oui, pour faire la classe ou pour s'informer, etc. Il n'y avait pas de dictionnaire, par exemple. Alors que je pense que travailler une langue, un dictionnaire, est très important. Ensuite, il y a eu de gros problèmes de terminologie parce que la plupart des manuels en langue nationale étaient des traductions littérales du manuel français. Donc, ça a posé, je crois que c'est tout ça qui a un peu plombé l'expérimentation. Et donc, les idées sur lesquelles je réfléchis, je dirais que je réfléchis à haute voix, c'est que la coexistence français-langue nationale à travers le projet Élan a été une expérience positive. En tout cas, on a montré, ce projet a montré au moins que c'est réalisable. Ensuite, le recours aux langues nationales a intéressé beaucoup, même si... mais en même temps, a révélé qu'on n'a pas encore trouvé les bons mécanismes pour le faire. Parce que si les manuels ne sont pas élaborés à temps, s'il y a des erreurs dans les manuels, etc., ça pose quand même un problème pour faire de bons apprentissages.
Alors, ce projet a montré aussi que c'est bien qu'il y a une volonté politique. À l'époque, il y en avait une, qu'elle est nécessaire, mais qu'elle n'est pas suffisante parce que même quand les politiques s'impliquent, il faut que ce soit dans la durée. Et avec des régimes qui changent, en principe, il y a des secteurs, j'allais presque dire, qui ne devraient pas être touchés. Mais ce n'est pas forcément le cas dans nos pays. Ensuite, je crois qu'il faut déterminer sans équivoque les critères à remplir par les langues nationales devant faire l'objet d'expérimentation. Est-ce que c'est normal, en cours d'expérimentation, de rajouter des langues au lieu d'attendre que l'expérimentation soit achevée, qu'elle soit évaluée avant qu'on puisse élargir ou agrandir le champ des langues? Ce projet aussi a révélé qu'il faut une bonne planification, ce qui n'a pas toujours été le cas, et que la question de la terminologie reste cruciale parce qu'il faut penser à créer des mots et non traduire littéralement les expressions, des mots du français en langue nationale, parce que beaucoup d'expressions de langue nationale sont de tradition orale. Alors, en résumé, la langue française, langue officielle de scolarisation, est en réalité minoritaire chez nous, mais elle fonctionne comme une langue dominante, ou en tout cas, elle en a le statut. Et le problème donc qui se pose au Bénin par rapport aux langues officielles, langue nationale et langue minoritaire, j'ai l'impression que on peut l'envisager un peu comme l'inverse de ce qui se passe en France actuellement. C'est-à-dire que le français, c'est la langue minoritaire, mais elle fonctionne comme la langue dominante. Et les langues nationales sont les langues majoritaires, mais elles fonctionnent en fait comme elles ne sont pas dominantes. Je n'ose pas dire qu'elles sont minoritaires, puisqu'elles sont parlées par une majorité de la population. Et donc, voici les questions que je me pose. Hein. C'est pas, comme je disais au début, ce n'était pas par rapport à une recherche à proprement parler, mais ce sont les réflexions que m'ont inspiré le thème de la rencontre. Et j'ai pensé que Maurer le traduit très bien en disant que la mise en œuvre des réformes telles que l'introduction des langues nationales dans le système éducatif suppose des recherches sur les langues, la production de curricula, de manuels, la mise en place de dispositifs de formation des enseignants. Elle est coûteuse, elle est difficile, coûteuse, risquée. Et pour y parvenir, il faut l'engagement constant sur plusieurs années des responsables politiques et la conviction des acteurs à tous les niveaux. Et je pense que nous n'y sommes pas encore. Et c'est pour ça que les langues nationales, chez nous, peinent à encore trouver leur place à l'école. Je vous remercie pour l'attention. Merci à toi, Clarisse, qui complète vraiment bien la présentation de Prosper tout à l'heure, qui la contextualise. C'était vraiment passionnant. Alors, qui voudrait poser une question? Gwénolé, j'en doute pas un instant. tu peux commencer. Ah, Clarisse, est-ce que tu peux supprimer le partage d'écran, s'il te plaît? Comment? Est-ce que tu peux supprimer le partage d'écran? Je l'ai fait, non? Viens voir. Vous êtes en train de partager votre écran. Oui, je l'ai partagé. Non? Je reprends. Très bien, merci. Ah, il a dit d'arrêter, je ne comprenais pas. Oui. Très bien. Gwénolé, tu peux y aller si tu veux. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça fait, pour nous, ça fait écho à ce qui s'est passé en Bretagne, par exemple, mais dans un temps différé, enfin, ce qui s'est passé au début du XXe siècle en Bretagne, par exemple. Mais bon, c'est pas de ça qu'on va parler là, mais moi, ça me parle beaucoup, en tout cas. Et je voulais savoir quel était le… J'ai deux petites questions, enfin, peut-être une petite remarque d'abord sur la terminologie.
Oui. Nous, ce qu'on voit par rapport aux Bretons actuellement en Bretagne, c'est que la terminologie, au-delà d'être, peut, in fine, ne plus être un obstacle, mais au contraire devenir un avantage, parce que ce qu'on peut voir, c'est que souvent les terminologies, par exemple en mathématiques, ce qu'on voit pour le breton, c'est que les terminologies qui ont été adoptées, elles sont plus transparentes que les terminologies qui existent en français. Du coup, elles peuvent devenir des aides pour les apprentissages des élèves, justement. Ça, c'était juste une petite remarque. Et je voulais savoir quel était justement l'accueil de cet enseignement en langue nationale par les locuteurs eux-mêmes, justement. Est-ce que ça a été un accueil favorable ou est-ce qu'ils ont vu ça comme… Savoir est-ce qu'on est dans une situation hégémonique où ils ont intériorisé l'infériorité de leur langue, une infériorité de leur langue, ou est-ce que pour eux, ça a été considéré comme quelque chose d'émancipateur et leur permettant un accès à un capital social, par exemple, qui ne leur était pas permis jusque-là. Enfin, je ne connais pas le Bon, système de socio-linguistique au Bénin, mais peut-être que mes questions sont un peu à côté de la plaque, mais ça m'intéresse en tout cas. oui, alors merci pour la remarque sur la terminologie. Mais au niveau des langues nationales, enfin, en l'absence d'enquête précise, je peux m'avancer un peu en disant que les locuteurs étaient contents parce qu'ils réalisent que les enfants comprennent mieux ce qui s'enseigne à l'école. Ça correspond à quelque chose, c'est plus concret pour eux. Mais en arrière-plan, il y a quand même cette appréhension de oui, oui, bon, ils n'apprennent pas le français, mais comment est-ce qu'ils vont se débrouiller après quand il faudrait passer complètement au français? Et le français étant vraiment la langue officielle, la langue de l'administration et la langue la plus véhiculaire, certains se disent, bon, est-ce que c'est vraiment obligé d'utiliser les langues nationales? Donc, c'est un peu mitigé. Il y a des gens qui étaient vraiment contents parce que les enfants comprenaient mieux, mais en même temps, on se dit, oui, mais ils parleront pas le fond quand ils iront à la banque, ils parleront pas le fond quand ils iront à l'hôpital, etc. Donc, et puis quand ils voudront voyager à l'aéroport, ils parleront pas le fond. Donc, vraiment, est-ce que ça vaut la peine qu'ils apprennent le fond à l'école? Enfin, je prends l'exemple d'une langue comme ça. Mais quand on va dans les classes, vraiment, on réalise que les enfants participent mieux. Donc, de ce point de vue-là, c'est positif. Je pense qu'il aurait fallu laisser l'expérience, aller jusqu'au bout, l'expérimentation, évaluer pour se rendre compte vraiment des forces et des faiblesses, ce qui n'a pas été le cas. Juste un petit complément, donc c'est un enseignement qui n'était pas un enseignement bilingue, c'est un enseignement monolingue du coup. J'avais Mono? compris que c'était un enseignement bilingue qui incluait le français aussi, mais… Non, c'est bilingue. Alors, la première année, il était prévu qu'il y ait 90% de langue nationale, 10% de français. Donc, graduellement, en dernière année, on passerait à 10% de langue nationale et 90% de français. Ils appellent ça apprentissage soustractif. Ce qui apparaissait dans ton résumé aussi, Clarisse, c'est que tu rappelais Oui. que cette initiative était faite pour favoriser l'apprentissage du français. Donc, il y a une sorte de paradoxe, en fait. On reconnaît les langues nationales, mais la finalité, c'était quand même de permettre de s'appuyer sur les compétences en langue nationale pour pouvoir améliorer le français, l'utilisation du Mais français. oui, mais parce que je peux répondre. L'idée de départ, c'est qu'un enfant qui maîtrise sa langue maternelle est plus à même d'apprendre une autre langue. Donc, si les enfants la maîtrisent de la langue maternelle ou de la langue nationale, ils vont mieux apprendre le français. Ça, c'est l'idée qui a sous-tendu le projet Élan. Et donc, on démarre. Alors, en réalité, quand les enfants entrent à l'école, ils démarrent tout de suite avec le français. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de dire
qu'ils vont rentrer graduellement dans l'apprentissage avec la langue française. Parce que quand on les coupe comme ça de leur langue maternelle, il y a peu d'enfants qui vont en maternelle. Je ne sais même pas s'il y a, il n'y a pas la moitié des enfants qui entrent au CI qui passent par la maternelle. Donc, quand l'enfant arrive au CI comme ça et qu'il est accueilli avec le français, moi j'ai été visiter des classes de CI où il démarre directement avec les Français et avec les CI et l'un, il n'y a vraiment pas de comparaison. Là où il y a le français, ils sont tous muets. Quand le maître pose une question, il le regarde ou la maîtresse, il se demande bien qu'est-ce qu'il ou elle est en train de raconter. Et là où on leur parle leur langue maternelle, ils peuvent participer, ils peuvent réagir, répondre aux questions, interagir avec l'enseignant et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire. Et comme on n'est pas allé jusqu'au bout, on ne sait pas. D'accord, merci Clarisse. Tu voulais compléter un peu, Gwénolé, tu voulais relancer? Je disais juste que je voulais juste dire que les premières lois qui ont été votées pour l'enseignement des langues régionales en France, c'était pas pour l'objet premier, c'était pas l'enseignement, l'apprentissage de ces langues-là, c'était pareil pour aider à l'apprentissage du français. C'était ça l'esprit de la loi d'Exxon, par exemple, dans les années 50. Et juste ce qui est assez étonnant, c'est que en Bretagne, justement, on parle d'enseignement par immersion, où c'est l'inverse, c'est-à-dire que nous, on immerge les élèves en breton, en maternelle, et que j'aurais envie de vous dire que c'est la méthode pédagogique qui a le vent en poupe actuellement en France, c'est-à-dire qu'il y a des expérimentations même dans l'enseignement public maintenant, au Pays Basque, en Corse, sur un enseignement à 100% en langue régionale. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la langue régionale, pour le coup, n'est pas la langue maternelle des élèves, parce qu'il y a eu une rupture dans la transmission familiale, mais que donc nous, on se dirige, alors c'est des expérimentations, mais qui sont évaluées, les évaluations semblent être très positives pour l'instant. Donc on se dirige vers un enseignement L2 en immersion totale en maternelle dans l'enseignement public. Voilà. Ce n'est pas encore le cas en Bretagne, mais c'est le cas dans d'autres régions. Très bien. Bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut compléter peut-être avec ce que Prosper nous a dit tout à l'heure, parce que tu as évoqué, me semble-t-il, quand même les réticences qu'il pouvait y avoir de la part de la population au travers du projet Élan. Donc, ça peut avoir un intérêt pédagogique, ça peut permettre d'apprendre le français, mais ça pouvait aussi parfois déplaire à une partie de la population ou bien en tout cas entraîner quelques difficultés. Je pense notamment aux zones géographiques. De ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation parce que quand on apporte des réformes comme ça et que les gens ne sont pas sensibilisés, qu'on ne leur explique pas, ça pose des problèmes. Alors que dans les régions où les gens ont compris, mais ça se passe mieux. Alors, quand j'étais au Conseil national de l'éducation, j'avais un collègue qui, lui, est de la Takora, où on parle le Ditamari, et qui nous racontait que au moment où il n'y avait pas de manuel, que ce sont les cadres de la région qui se sont cotisés, qui ont fait élaborer les manuels pour que l'expérience continue chez eux. Donc, en fait, eux, ils ont travaillé régulièrement jusqu'à la suspension. Parce que dans la région, ceux qui sont instruits dans la région ont compris le bien fondé et donc on fait un travail à la base pour la promotion de leur langue, ce qui n'a pas été le cas dans les autres régions. D'accord. Alors, ce que je voulais dire aussi, et ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans une classe, et peut-être plus en zone urbaine,
on peut avoir des élèves qui parlent plusieurs langues Oui. nationales. Donc, si on est dans une zone où est proposé où sont proposés des manuels en Yoruba, par exemple, comment ça se passe? Est-ce que ça ne pose pas un certain nombre de difficultés parce que tout le monde n'a pas appris le Yoruba avec ses parents dans la sphère familiale? Est-ce que c'est quelque chose qui… Voilà, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des exemples à nous raconter? Et puis ça permet peut-être d'illustrer cet aspect de réticence qu'évoquait tout à l'heure Prosper. C'est pas pour polémiquer, hein, c'est juste pour comprendre. Non, alors, il y a… Mais non, alors, ce phénomène-là, on l'avait déjà remarqué pendant la Révolution, où il y avait déjà, les enfants étaient éduqués dans les langues nationales à la maternelle. En fait, ils choisissent la langue qui est dominante dans le milieu. Et comme en général, les enfants parlent plusieurs langues, tous les enfants, en fait, s'expriment dans la langue du milieu pour peu qu'ils restent suffisamment dans la région. Même moi, mes parents sont restés à Niki, j'ai appris à parler le batonou, pourtant, ce n'est pas le batonou, ma langue maternelle. Et donc, si j'avais démarré le CI là-bas et qu'on scolarisait en batonou, j'aurais été scolarisée en batonou parce que je parlais la langue du milieu. Ce qui peut poser problème et auquel on n'a pas beaucoup pensé, ce sont les mutations. Parce qu'un enfant qui va démarrer dans une localité avec une langue donnée, si après ses parents vont dans une autre localité et qu'il faut continuer avec une autre langue, ça poserait énormément de problèmes. Il y a la mutation des enseignants aussi. Donc, je pense que là, on n'a pas vraiment bien mûri les questions. Et c'est ce qui a fait aussi que certains étaient un peu réticents. Parce il y a un collègue, l'actuel secrétaire général de la Confémen, qui lui, il est vraiment contre et qui dit, mais si un enfant démarre le CI, je ne sais pas, ses parents sont à Natitengu, il fait 2 ans de Dita Marie. S'ils viennent à Parakou, il va faire après du Dindi peut-être, et s'ils viennent à Porto Novo, mais comment est-ce qu'il va se débrouiller en évoluant? Donc, lui, il pense que on ne peut pas choisir des langues par région. Donc, il faut penser à une autre approche, une approche peut-être plus plurielle et pour permettre les mobilités. Donc, je pense que le fait de cantonner aussi les gens dans une langue, dans une région, ça a aussi généré pas mal de mécontentement. D'accord. D'accord. Prosper voulait intervenir, Gwénoléo également. Prosper, pour oui. peut-être. Vous voulez intervenir? Oui, vas-y. Je voulais appuyer un peu, aller dans le même sens. Même dans le système classique, actuellement, lorsqu'on veut faire disons, l'éducation sociale, il y a des moments où il y a des enseignements en langue. Il y a un sous-champ là qui est des langues nationales. Pour ça, pour chaque zone, l'enseignant prend la langue la plus parlée par les enfants du milieu. Et donc, si éventuellement quelqu'un du milieu, un enfant qui est dans cette école ne comprenait pas la langue qui est choisie, même actuellement en US, éducation sociale, parfois il se fait aider par les autres enfants qui comprennent mieux. Et comme l'a dit Clarisse, souvent dans le milieu, ils ont cette facilité-là de comprendre 2 ou 3 langues du milieu. Et ça, je profite pour répondre un peu à la question de Carole par rapport à où elle demandait est-ce que les endo-frontières apparaissent aussi dans les pratiques didactiques? Lorsqu'il y a dans des classes
des enfants qui ne comprennent pas, et c'est souvent des minorités qui ne comprennent pas la langue. Parfois, on s'appuie sur les autres enfants qui peut-être comprennent plusieurs langues pour expliquer les choses à ces enfants. Donc, c'était ce que je voulais compléter par rapport à ce qui est dit. Merci, Prosper. Gwénolé? Je voulais vous demander, en France, on a tendance à avoir une appellation générique, on appelle les langues régionales, alors que ça représente des langues qui ont des histoires très différentes, dont le seul point commun peut-être est leur rapport avec la langue française, leur histoire. Je voulais vous demander quand vous parlez des langues nationales, est-ce que cet enseignement dont vous avez dit qu'il avait été plutôt bien reçu par la population, est-ce que vous voyez des différences en fonction des régions? Est-ce qu'il y a des endroits, par exemple, où la revendication en faveur de la langue nationale par rapport au français est plus forte que dans d'autres? Est-ce que vous distinguez des différences? Est-ce qu'il n'y a pas des rapports de domination déjà entre les différentes langues nationales? Est-ce qu'elles se recouvrent au niveau géographique ou est-ce que ces distinctions sont assez claires? Voilà. Ah, je ne vous entends pas. Alors, il faudrait que Clarisse active son micro. Ouais. C'est bon, question avec Oui, c'est bon, on t'entend, Clarisse. Oui, alors, je pense personnellement qu'il y a un travail d'aménagement linguistique qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait. Pour la simple raison qu'il y a des langues qui appartiennent à un même sous-groupe, et sous-groupe linguistique, donc avec un même alphabet, etc. Et quand c'est comme ça c'est mon avis personnel, ce n'est pas un avis officiel. Quand c'est comme ça, moi je pense que si on prend une langue de ce sous-groupe, en expliquant, puisque les autres locuteurs des autres langues peuvent très bien comprendre cette langue-là. Donc, on n'a pas besoin d'enseigner toutes les langues. Si on prend une langue d'un sous-groupe, personnellement, je pense que c'est suffisant et il est possible de capitaliser ce qu'on apprend dans cette langue-là dans sa propre langue. Et comme les gens ne comprennent pas ça, effectivement, il y a des revendications. Et c'est cette espèce de revendication, justement, qui a amené à rajouter 4 langues, aussi langues en cours d'expérimentation pour le projet langue. Donc, personnellement, je pense que c'est une expérience intéressante, mais on n'a pas travaillé suffisamment en amont pour bien mettre les choses en place. Je pense qu'on n'a pas, parce que si on travaille vraiment sur cet aménagement linguistique, je ne suis même pas sûre qu'on aurait besoin de 6 langues. Je ne pense pas. Pour les questions de prise en compte de la variation, il y a la recherche en didactique, en sociolinguistique en Corse qui parle de polynomisation, de langue polynôme pour pouvoir prendre en compte la variation dans l'enseignement. Je ne suis pas spécialiste de ça, mais en tout cas, c'est des questions, eux, qui les intéressent beaucoup. Du nord au sud de la Corse, il n'y a pas forcément intercompréhension entre les locuteurs, même si c'est une langue de la même famille, si c'est la même langue a priori. Mais donc, du coup, ça vaut peut-être le coup d'aller chercher de ce côté-là. D'accord. D'accord. Merci. Ça me permet de compléter, de poursuivre la réflexion.